qu'on va voir là, c'est les principes de base de la théorie des contraintes. Il y a juste 2 points avant de commencer. Le premier, n'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui vous semble un petit peu incohérent. C'est comme ça qu'on pourra construire le débat. Et l'autre point, personnellement, j'ai fait cette formation, allez, on va dire une dizaine, vingtaine de fois au moins. Et à chaque fois, il y a une réflexion qui revient. C'est oui, mais chez nous, c'est pas possible. Chez nous, c'est pas pareil parce que chez nous, nous on fait pas, c'est pas de la pharma, nous c'est pas de l'aéronautique. Chez nous, c'est spécial. Il faut connaître. À chaque formation, cette réflexion sont là. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de fluctuations de marché, de variabilité, qui fait que on a du mal à estimer la demande du marché. Un autre point qui est aussi perturbant, c'est l'appro. J'imagine que beaucoup d'entre vous en subissent un petit peu les conséquences. On prévoit des choses, mais dû à des aléas, on a de la rupture matière, on a des manquants. Et donc, tous ces environnements-là, tous ces points-là, qui sont externes à une usine, à ce qu'on peut vivre, nous, dans une usine, ne font que perturber et créer de la variation et de la fluctuation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de l'autre côté, nous aussi, on ne cède pas dans notre quotidien. C'est qu'on crée aussi de la variation et de la fluctuation par la gestion de la productivité locale. Chaque machine, on essaie qu'elle crache le maximum possible. Les tailles de l'eau qui sont très importantes. Un autre point aussi qui j'imagine vous devez l'avoir, c'est les pannes et les maladies. Et un autre point aussi qui ne nous aide pas du tout à équilibrer, c'est les temps de gamme. Si je vous pose la question, combien de vous estiment qu'ils ont des temps de gamme bons dans leur usine ? Honnêtement, on l'a rarement vu en mission. Généralement, c'est un exercice qui n'est pas simple. Donc, tous ces phénomènes-là, on va dire, qui font qu'on crée du déséquilibre en interne. Combler ce manque de maîtrise de la fluctuation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre du stock. On va mettre de l'encours. On va mettre, notre fournisseur n'est pas bon, on va lui demander un stock de sécurité. Et pareil, j'imagine que les clients, pour ceux qui ont un taux de service assez pas bon, on va dire, pareil, le client impose un stock sécu parce qu'on a du mal à tenir les délais. J'imagine par ce slide, on ne vous apprend rien de nouveau. C'est ce qu'on vit dans tous les jours. Et donc, en mettant des stocks à droite et à gauche, qu'est-ce qu'on fait ? Autrement dit, on rallonge encore plus les temps de cycle. Ce slide, il résume bien ce qu'on vit. Là, on schématise en fait deux cuves, on va dire. Un niveau qui est assez plein d'eau et un niveau qui est d'autre côté qui est assez bas. S'il y a une goutte qui tombe là, on est bien d'accord qu'elle mettra beaucoup plus de temps à sortir. Ça vous paraît clair ou pas, ce que je dis ? C'est simple. Et indirectement, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a une proportion importante entre l'encours et le délai. Plus on a d'encours dans l'usine, plus nos délais sont longs. On regarde et j'ai un retard moyen d'1 semaine. J'espère qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a donc décidé d'augmenter les temps dans son système MRP de 1 semaine, en se disant, puisque j'ai 1 semaine de retard, si je lance 1 semaine plus tôt, je vais terminer à l'heure et j'aurai résolu mon problème de respect de délai. Ça ne vous est jamais arrivé. Hein ? J'ai des retards, donc j'anticipe un peu, je lance un peu plus tôt parce que je suis en retard. Et le marketing et les commerciaux, ils nous embêtent parce que, etc. Donc, non, ça n'arrive à personne. Vous voyez le piège ? Je commence à lancer plus tôt. Je crée plus d'encours dans mon système, j'ai des files d'attente plus longues, donc j'ai augmenté mes cycles. Et donc à la fin, j'aurai toujours 1 semaine de retard. Je serais passé de 4 semaines de délai à 5 semaines de délai, mais j'aurais toujours 1 semaine de retard. J'aurais fait un grand pas en arrière. Et j'aurais pas remarqué parce que 6 mois plus tard, qu'est-ce que je fais ? Je passe de 5 semaines à 6 semaines, toujours en cherchant à me débarrasser des retards, et ainsi de suite. Donc c'est peut-être une salle non représentative de notre vie et ma vie des 25 dernières années, mais le nombre d'entreprises qui sont dans ces boucles-là, ces spirales infernales, hein, c'est une vaste majorité de mon vécu. Hein. Donc on dit oui, on connaît ça, c'est simple. Mais est-ce que vous avez trop de stock ?
Il y a une règle qu'on met en place souvent, et on en parle plus en détail tout à l'heure, qu'on a baptisé la règle 2 pour 1. La règle, c'est que vous n'avez pas le droit de lancer un nouvel ordre de fabrication avant d'en avoir terminé 2. Après, je vous assure, hein, toutes les raisons vont remonter. Oui, mais c'est pas possible parce qu'on est en retard. Oui, on a un problème parce que les ordonnanceurs, c'est la fonction ordonnancement et supply chain qui va trembler avec cette règle-là, parce que du jour au lendemain, on limite les lancements. Oui, mais le système me dit de lancer. On en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, en sachant qu'on verra des résultats de ce qu'on a pu mettre en place. Qui se sent prêt à mettre en place cette règle demain matin ? Pour mettre en œuvre la règle 2 pour 1, vous avez besoin de personne. Juste un peu de courage et d'audace. Okay, et franchement, ça marche. On va vous montrer, après la pause, on va vous montrer les cas et les résultats. Et je pense que, en termes mécaniques, logiques, vous voyez très bien pourquoi ça marche. J'ai trop d'encours, il faut que je vide le système. Et donc, le seul moyen de vider le système, c'est qu'il y a plus qui sort que ce qui rentre. Okay, et vous verrez, dans les cas, la seule question, c'est j'en ai combien de trop? Est-ce que j'en ai 2 fois trop, 4 fois trop ou 10 fois trop? Donc il y a un moment où vous arrêterez la règle. Et ça, vous allez le découvrir. Mais c'est aussi simple que ça. Vous faites 2 pour 1 jusqu'à ce que réellement ça pose problème et que réellement j'ai pas assez d'encours pour couvrir mon taux de panne, mon taux d'absentéisme, mes problèmes qualité, etc. Mais vous en avez, de notre expérience, au moins 2 fois trop, probablement 4 fois trop. Que ce dont vous avez besoin. Vous avez couvert des problèmes qui n'existent pas. Même si vous avez plein de pannes, même si vous avez plein d'absentéisme, vous en avez trop. Okay, et à nouveau, pour vous titiller pour le faire, vous avez besoin de personne, pas de consultant, etc. C'est juste une décision extrêmement simple, douloureuse, mais simple. Pour schématiser un petit peu la théorie des contraintes, c'est imaginons qu'on a une usine comme ça, où les étapes sont étape 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ce système-là, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre des OF dans l'atelier, au fur et à mesure. On va mettre du boulot à l'atelier. La théorie des contraintes dit, dans chaque système, dans chaque process, il y a une contrainte. Il y a un point qui détermine la performance de l'ensemble du process. Et typiquement, si on schématisait le débit le moins important, il est à ce niveau-là. On est bien d'accord que si ce débit-là augmente, le débit au bout va augmenter. Si le débit, par exemple, d'un non-goulot, éventuellement, augmente ou diminue, est-ce que ça va changer quelque chose? Si aujourd'hui je vous pose la question, dans votre système, dans votre usine, est-ce que vous avez identifié un goulot? Est-ce que vous voyez le goulot de votre usine et vous travaillez en sorte que vous faites en sorte que ce goulot arrive à débiter au maximum? Il y a 10 ans, moi je fais ça depuis longtemps, il y a 10 ans, les entreprises, au moins la moitié d'entre eux savaient très bien où était leur goulot et ils avaient raison. Aujourd'hui, dans 80% des interventions que nous faisons, les gens se trompent de goulot. Ils me disent oui, je sais où il est. On arrive et on dit mais non, il n'est pas là. Okay, et c'est très facile à trouver, vous le verrez dans les cas, c'est là où il y a des grosses files d'attente. Okay, et je répète, dans 80% des interventions des 5 dernières années, c'était pas là où ils ont dit. Et par exemple, c'est dans les coins moins visibles, moins évidents, moins virilement manufacturiers, par exemple au contrôle. Hein, donc assez largement, on trouve bloqué au contrôle ou dans les essais la plus grosse file d'attente. Vous allez voir un cas tout à l'heure. Attention, dans 80% de nos interventions de par le monde, les entreprises désormais se trompent de goulot. Les choses ont bougé trop vite. Le nouveau produit, on ne s'est pas rendu compte qu'il utilisait 7 fois plus de temps de calcul dans les tests de la carte. Et c'est des machines de test. En contrôle aéronautique, on n'a pas vu qu'avec les évolutions des attentes sécuritaires, etc., les temps de contrôle, qui ne sont même pas gammés dans SAP, sont le goulot. Et c'est sur une usine de 100 personnes, c'est les 15 techniciens qui font les contrôles des pièces qui sont goulot. Et vous verrez, 35% de l'encours. Attention, dans 80% des cas, nos clients ne se trompent quand ils disent c'est le goulot. Et si c'est ça, c'est une excellente nouvelle, parce que vous êtes en train d'ignorer une ressource quelque part, et quand vous verrez le genre de débit et d'augmentation de performance globale de l'entreprise, c'est parce que les gens s'étaient trompés de goulot. Donc ils étaient en train de se concentrer sur un truc secondaire. Le vrai problème était ailleurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que généralement, on a tendance à croire que le goulot, c'est notre cœur de métier,
parce que on s'y attache, on va dire, indirectement. Et la plupart du cas, dans ce que disait Philippe, c'est pas du tout le cœur de métier, c'est juste devant une opération de contrôle ou une opération d'essai. Donc vous avez bien compris qu'à partir de ce schéma-là, on a deux logiques, une vision qui est, on va dire, duale. On va traiter le goulot d'une manière, on va chercher à qu'il sorte qu'il soit le plus performant possible, et traiter autrement les non-goulots. Avec ce principe-là aussi, comme disait Philippe, et c'est très important de le souligner, il faut accepter de voir des machines qui ne tournent pas. Là, on est bien d'accord que faire avoir des TRS à 100% n'apporte rien du tout. Quand on a mis en place la règle 2 pour 1, dans une des missions, en fait, l'opérateur n'a pas trouvé de feuille d'ordonnancement. Donc, du jour au lendemain, on lui a dit, toi, tu fais plus tourner ta machine. On n'a pas besoin. Il y en a tellement là qu'on peut au moins 3 jours, passer 3 jours sans lancer d'EF. Figurez-vous que le bonhomme a dit, ils se sont sûrement trompés. Il est parti voir la matière première, il a ramené des EF pour mettre sur sa machine. Donc, en termes de culture, c'est pas aussi simple. Pour un producteur, il est payé pour produire et occuper des bonhommes. Du jour au lendemain, on va lui dire, on va changer de stratégie. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Le principe de la théorie des contraintes, donc comme on a vu tout à l'heure, l'idée c'est d'identifier le goulot. Première étape. Deuxième étape, c'est de décider comment l'exploiter. Une fois qu'on a trouvé les arguments pour comment l'exploiter, on va tout subordonner pour que ce goulot tourne à 100%. Après, on élève la contrainte et ainsi de suite. Parce que forcément, si on augmente la capacité du goulot, on a tendance à qu'il soit basculé ailleurs. Et l'idée, c'est d'avoir une itération jusqu'à être bon dans le sens où on a trouvé le moins mauvais goulot, je dirais. C'est qu'avec un goulot, on suppose qu'on est au contrôle, on a dégoulotté le contrôle, on retombe de notre opération, ainsi de suite, jusqu'à tomber sur une opération qui nous estimons, elle est assez bonne et répond en termes de débit par rapport à la demande du marché. Je pense que ce slide, c'est sans doute le plus important de la présentation. C'est ce qui résume l'application en réalité de la théorie des contraintes au niveau de la supply chain et de l'ordonnancement. Donc imaginez qu'on a une usine où les matières premières sont là, il y a des étapes de production, le goulot, on l'a identifié, il est à ce niveau-là, et après des opérations non goulot et la livraison à la fin. Le système qu'on appelle DBR, tampon, corde, consiste à, une fois qu'on a identifié le goulot, on se dit que c'est le goulot qui donne le tempo de l'usine, donc c'est vraiment lui qui donne le débit. On installe une corde qui va lancer la production en fonction de son débit. Donc la corde, là, elle est là pour limiter les envois de OF ou d'ordre de fabrication dans l'atelier, et on met en place le tampon pour protéger éventuellement les aléas qu'on peut avoir au niveau du non-goulot. Concrètement, cette protection-là, c'est une protection en temps. On estime qu'on met une certaine protection qui peut varier en fonction des aléas qu'on peut avoir en amont du process par rapport au goulot. Ce qui est bien, c'est que c'est assez empirique comme méthode. C'est que là, honnêtement, il n'y a pas pour calculer, il faut X jours, 5 jours, 10 jours ou 20 jours, il n'y a pas de calcul savant. On essaye, on met une durée, on avance, on teste, on regarde ce que ça donne dans la réalité, sur le terrain, et après on rectifie si on est bon ou pas. Et on avance. C'est ça le principe. Il n'y a pas d'Excel, il n'y a pas de formule compliquée pour trouver la bonne unité. Donc on est bien d'accord que dans un schéma traditionnel MRP, le système il va nous dire, on a cette opération par exemple, dans les opérations on a un temps d'attente et un temps de production. Le temps de production il est
vraiment négligeable ou petit par rapport au temps interopératoire qu'on peut avoir devant. Donc tout ERP, tout MRP est défini comme ça. Donc pour livrer à cette date-là, je suis censé lancer à cette date-là. La théorie des contraintes va dire quoi? Va dire dans le système, je vais rentrer dans le système et je vais dire, je vais enlever tous les temps interopératoires une fois que j'ai identifié mon goulot. Imaginons que le goulot il est au poste 4. Donc je vais mettre 0 partout, mais par contre mettre un petit peu plus de délai devant mon goulot et devant la livraison finale. Ce goulot-là, ce tampon-là va me protéger par rapport au débit. Donc l'idée c'est de mettre le tampon pour avoir une capacité maximale de débit, et ce tampon-là est là pour protéger un délai de livraison. En comparant entre les deux, on est bien d'accord qu'entre les deux schémas, je vais commencer à lancer mes ordres de fabrication beaucoup plus tard dans le temps. Parce que du coup, là, pour livrer fin du mois, il fallait que je le lance un mois avant. Là, pour livrer la fin du mois, il faut juste 15 jours ou un petit peu moins. Et donc, indirectement, ce qu'on dit, pour revenir à ce que disait Philippe, c'est que pour pouvoir livrer mes produits à temps, si je suis dans le cas où j'ai beaucoup de retard, ben, il faut que je lance mes OF plus tard. C'est pas très intuitif comme réflexion. Pour faire l'analogie par rapport à tout à l'heure, donc là c'est le tampon, un OF il tombe, il va faire la première opération, deuxième opération, il y a un aléa, la supply a pour mission de ramener l'OF le plus rapidement possible dans ce tampon-là. Si on a des ordres de fabrication qui traînent plus de X jours qu'on a définis ici, c'est pas bon. C'est que là, on crée vraiment de l'encours. Mais l'idée, c'est en fonction de ce qu'on lance, l'OF ne traîne pas plus de X jours. Les jours qu'on a pu définir ici ou ici. Imaginons que ce schéma-là représente le tampon. Cette barre-là, c'est le pourcentage, je dirais, de complétude d'OF que je suis censé fabriquer sur le goulot aujourd'hui. Sur le J-1, ça serait, ou plus 1, ça serait la complétude, cet histogramme correspond à la complétude d'OF que je suis censé fabriquer sur le goulot demain. Là, c'est la complétude d'OF que je vais fabriquer dans 2 jours, ainsi de suite. Donc concrètement, si j'ai un schéma comme ça dans mon buffer, on est bien d'accord que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jours de boulot déjà physiquement devant mon goulot. Là, je ne suis pas à J plus 5, je ne suis pas forcément complet. Il y a une petite proportion, il y a 2-3 EF qui sont en attente parce qu'il y a peut-être eu des aléas. Ils ne sont pas encore arrivés. Donc là, on est dans un schéma qui est surdimensionné. C'est que physiquement, j'ai toute cette quantité de pièces devant mon goulot. À l'inverse, on peut avoir aussi un schéma qui, pour combler le travail du jour même, j'ai du mal parce qu'il y a plusieurs EF qui ne sont pas arrivés à temps. Et là, le rôle de la supply, ou de l'ordonnanceur, c'est de s'assurer, typiquement ici, là on est tard parce que le jour même, il n'y aura pas les EF ne vont pas passer à date sur le goulot, et le travail de la supply, c'est d'assurer les arrivées à X jours, à 1, 2, 3 jours. Un bon schéma, ça serait quelque chose de ce type-là, où j'arrive à assurer 100% de la charge du jour, qui est censé passer à date sur mon goulot. Le lendemain, je suis à 80-90%. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ça représente ce qu'on voit là. Concrètement, l'ordonnanceur est censé revenir dans les postes amont pour assurer la livraison des pièces au pied du goulot et avoir un même principe au niveau des livraisons, au niveau des expéditions.